En Europe, un peu plus d'1,2 million personnes sont sans domicile selon le dernier regard sur le mal logement publié en septembre 2025 par la FEANTSA, organisation européenne qui fédère les associations nationales qui accompagnent les sans-abri, et par la Fondation pour le logement des défavorisés. Fin décembre, la Commission européenne a publié son plan européen pour le logement abordable. Alors quelle est la bonne politique européenne à mener pour mettre fin au sans-abrisme ? On pose la question aujourd'hui sur Euradio à la responsable de la mission Europe de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre. Bonjour Sarah Coupechoux. Bonjour. Alors dans une vidéo datant de 2022 sur la page Facebook de la Fondation, vous parliez de la situation du logement au niveau européen comme d'une bombe sociale. Un peu plus de 3 ans après, est-ce que vous direz la même chose aujourd'hui ? On peut dire que la bombe a éclaté peut-être, parce qu'on sait que cette crise elle est étendue à l'ensemble du continent. Les prix du logement ont vraiment explosé, surtout après la période Covid. Évidemment, les mal logés ont traversé aussi, comme tout le monde, la crise de l'énergie, l'inflation. Donc aujourd'hui, la situation est vraiment catastrophique. Ouais. Comment on explique justement que les prix du logement aient continué d'augmenter après la crise Covid ? Probablement un ensemble de facteurs très complexes, mais on peut mettre là-dessus la raréfaction de l'offre, le développement des offres de location touristique, l'augmentation des prix de la construction, la baisse aussi importante des investissements publics des États pour le logement. Donc voilà, un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui les prix ont vraiment explosé. Et de l'autre côté, des ménages qui ont de plus en plus de difficultés à se loger. Et oui, et de l'autre côté, des ménages dont les revenus ne suivent pas les prix du logement, qui ont de plus en plus de mal à trouver des locations pour pouvoir se loger dans les grandes villes ou les zones touristiques, qui ont des jeunes qui ont du mal à quitter le foyer parental, et évidemment de l'accès à la propriété qui est devenu très compliqué. Alors, juste un chiffre par exemple, en 2024, les ménages européens vivant sous le seuil de pauvreté consacraient 37% de leurs revenus au logement contre 19% pour l'ensemble des ménages. Il y a aussi l'accès au logement, mais une fois qu'on est dans un logement, il y a parfois des logements insalubres, c'est ce qu'on appelle le mal logement. Là aussi, de ce point de vue-là, l'état des logements globalement se dégrade en France, en Europe ? Alors globalement, l'état des logements et le confort des logements est plutôt en amélioration, mais effectivement, on continue d'avoir des logements qui vieillissent et qui ont besoin d'être rénovés, notamment face au changement climatique. Et là, pour le coup, ça va pas assez vite par rapport aux objectifs de l'Union européenne. Alors, ce plan de la Commission européenne publié fin décembre, c'est un plan pour un logement abordable. Et dans le dernier regard sur le mal logement que je citais en introduction, publié en septembre, vous dites que c'est un terme ambigu. Pourquoi c'est un terme ambigu ? C'est ambigu parce que aujourd'hui, on a 2 segments dans le marché du logement. On a le logement privé, avec un marché qui est plus ou moins libre, avec parfois des encadrements de loyer, mais en tout cas globalement où l'offre et la demande font le jeu du marché. Et puis on a le logement social, qui est le logement public, qui est réglementé et qui s'adresse aux ménages qui, de fait de leurs ressources, ne peuvent pas accéder au parc privé. Or là, on nous parle de logement abordable sans réellement donner de qualification précise à ce qu'est le logement abordable. Et ça ressemble à un 3e segment qu'on viendrait créer. Et c'est assez problématique parce que, par exemple, quand on regarde dans certains pays, comme au Royaume-Uni, par exemple, où le logement abordable, c'est un terme qui est utilisé pour désigner le logement dont le prix est à 20% en dessous des prix du marché, finalement, c'est du logement qui n'est pas très abordable pour les ménages les plus défavorisés. Par exemple, à Londres, les logements 20% en dessous du prix du marché, ça reste très très cher. Et donc, qu'est-ce que vous demandez, vous, à la Fondation pour le logement pour les défavorisés et aussi avec les autres organisations qui défendent justement les personnes mal logées ? Pour nous, l'urgence, c'est vraiment de répondre aux besoins, c'est-à-dire de ne pas répondre simplement à la demande, mais vraiment de répondre aux besoins et donc de loger, de promouvoir le droit au logement, d'abord des ménages les plus vulnérables face à la crise du logement. Et ces ménages-là, c'est des ménages qui ont des ressources plutôt basse. On voit bien que les ménages les plus pauvres sont vraiment impactés de façon démesurée par rapport au reste des ménages, à la population totale, par la crise du logement. Donc il est important vraiment que le logement qui sera produit dans le cadre de ce plan s'adresse en priorité à ces ménages-là.
Et donc, quelles garanties, j'allais dire concrètes, vous demandez à la Commission européenne, justement, pour que ces logements abordables n'excluent pas les personnes les plus pauvres ? Les garanties, c'est d'abord de faire en sorte que les loyers restent bas. Et pour cela, il faut forcément un cadre dans le financement du logement qui soit clair. C'est des logements qui restent abordables sur le long terme, puisqu'on sait que, par exemple, certains prêts peuvent être attribués à des investisseurs en contrepartie d'un loyer qui serait encadré, mais l'abordabilité, ça dure un certain temps. L'idée, c'est que ces logements restent abordables pour toujours, le plus longtemps possible, de manière à ce qu'il existe définitivement une offre de logement avec des loyers contrôlés en dessous des prix du marché en Europe, qui puisse permettre aux ménages qui n'accèdent pas au marché privé de pouvoir se loger dignement. Alors pour l'Union sociale pour l'habitat, qui regroupe tous les organismes HLM français, ce plan menace même le modèle du logement social à la française. Pourquoi il serait menacé aujourd'hui, ce modèle ? Et oui, parce qu'aujourd'hui, on a des budgets au sein des États qui sont attribués à la question du logement, et notamment sur le logement social. Si on élargit les possibilités d'attribuer des aides d'État, le risque, c'est que finalement, ces fonds publics glissent vers des logements qui sont à des prix plus important, donc plus rentable aussi, et qu'on délaisse finalement les investissements pour le logement très abordable, pour le logement social qui s'adresse aux plus démunis. Parce qu'en France, on a la loi SRU qui fixe un quota minimum pour les communes de construction de logements sociaux. Elle vous semble menacer, cette loi, à terme, avec le plan de la Commission sur le logement ? Alors, pour l'instant, c'est difficile à dire parce qu'on n'est pas encore dans la mise en œuvre de ce plan. Mais effectivement, pour l'instant, le logement, ce qu'on appelle nous en France le logement intermédiaire, donc qui est du logement avec des loyers qui sont certes en dessous du marché, mais quand même assez chers, soit comptabilisé dans cette loi SRU, donc dans l'obligation pour certaines communautés d'avoir un pourcentage 20 ou 25% de logements sociaux sur leur territoire. Si c'est comptabilisé dedans, on voit bien que forcément c'est moins de logements sociaux qui sont produits et donc moins de logements à destination des ménages dont les revenus ne leur permettent pas d'accéder ni au logement intermédiaire ni au logement privé. Alors vous avez déjà commencé à en parler, mais dans ce plan, la Commission européenne veut notamment réviser les règles en matière d'aide d'État sur le logement. Quel est le problème aujourd'hui avec ces aides d'État, ou l'absence de problème au contraire ? Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que là aujourd'hui, la Commission européenne autorise les aides d'État pour le logement intermédiaire, et donc si l'enveloppe de l'État c'est 10, il va y avoir 5 pour le logement social, 5 pour le logement intermédiaire, et ce sera plus 10 pour le logement social. Donc il faut qu'on soit très vigilant à ce que les fonds publics soient vraiment adressés vers le logement social et qu'on puisse préserver notre modèle qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Alors un autre grand défi aujourd'hui, c'est la gestion des logements en courte durée, notamment sur les plateformes type Airbnb. Dans son plan, la Commission veut les réguler. Pour vous, comment il faut s'y prendre pour réguler ces plateformes ? Alors d'abord, être absolument intransigeant sur le partage des données, puisque les plateformes collectent un certain nombre de données en ayant des hôtes qui utilisent la plateforme et des voyageurs qui louent les logements des hôtes. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir mettre en œuvre les politiques de régulation si on ne sait pas qui fait quoi et où. Donc là, il y a eu un règlement en 2024, un règlement européen qui doit normalement obliger les plateformes à partager un certain nombre de données. L'idée, c'est vraiment d'appliquer strictement ce règlement, de faire en sorte qu'il soit appliqué partout, puisqu'aujourd'hui, les États choisissent ou non de le mettre en œuvre. Donc faire en sorte qu'il soit appliqué partout et surtout d'en faire une évaluation très rapidement, de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que les données qui sont partagées sont suffisantes ou non, et de pouvoir modifier ensuite derrière. Il faut être plus strict avec ces plateformes, selon vous ?
Ah oui, complètement, puisqu'on sait qu'elles ont un impact là où elles se développent de façon exponentielle, et on sait que c'est un marché qui non seulement a explosé après la période Covid, mais qui est même amené à se développer. Donc on sait que qu'il va y avoir une activité importante. Il est important qu'on sache de quoi il s'agit, de qui il s'agit, de manière à ce que à la fois on ait un regard sur cette activité qui a une influence sur le droit au logement des personnes, mais aussi que les municipalités puissent à un moment donné réguler lorsqu'elles le jugent nécessaire. Et c'est à elles de savoir si c'est nécessaire ou pas. Alors en mars 2021, on était justement en pleine crise Covid. Dans la déclaration de Lisbonne, les 27 États membres s'étaient engagés à œuvrer ensemble pour mettre fin au sans-abrisme d'ici 2030. Est-ce que cet objectif est réaliste encore aujourd'hui ? Réaliste, c'est difficile à dire. C'est vrai que 2030 arrive à grands pas. En tout cas, on doit essayer, on doit tendre vers cet objectif-là. Et aujourd'hui, on a des zones d'amélioration, mais on a aussi encore du recul, malheureusement. Le nombre de personnes sans domicile augmente, continue d'augmenter. On sait comment régler le problème. À la fois, c'est un phénomène qui est massif, puisque vous l'avez dit en introduction, c'est 1,2 million de personnes à minima concernées. C'est l'estimation qu'on a fait avec la FEANTSA. Et en même temps, sur l'ensemble de la population, ça ne représente pas non plus un phénomène qui soit infranchissable. Donc il en va bien sûr de la volonté politique. On sait qu'il faut faire du logement d'abord, c'est-à-dire attribuer des logements aux personnes qui en ont besoin, faire un accompagnement si c'est nécessaire. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on viendra à bout du sans-abrisme. Et c'est évidemment un objectif que l'on souhaite collectivement en tant que société, évidemment, de ne voir plus personne dans la rue. Merci beaucoup Sarah Coupechoux. Je rappelle que vous êtes responsable de la mission Europe à la Fondation pour le logement des défavorisés. On peut d'ailleurs retrouver sur le site de la Fondation ce regard sur le mal logement publié en septembre dernier. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Euradio. Merci à vous.